Ces chiffres-là, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce que quand on va essayer de parler d'intelligence collective, peut-être à la suite des exposés, ben, il y a la gestion de cette foule, il y a la gestion de cette masse. Comment on fait pour organiser quelque chose qui ne mène pas à juste du bruit sur des chiffres qui sont aussi gigantesques? Alors, c'est une gageure. Au départ, c'est pas possible. D'ailleurs, personne ne l'avait anticipé, et c'est pas ce qu'on voulait faire. C'était juste un brouillon, on verra bien ce que ça donne. Moi, je vais être extrêmement modeste dans l'exposé que je vous fais ici, dans comment est-ce possible, parce qu'en fait, je vous raconte l'histoire à l'envers. Maintenant que je sais comment ça a réussi, forcément, je peux vous dire, il fallait qu'on fasse ça. La réalité, c'est que ça a été une démarche erreur-essai, stochastique, on ne sait pas comment on va faire, et puis finalement, petit à petit, ça s'est mis en place. Donc l'ouverture absolument fondamentale. La réussite de Wikipédia, c'est évidemment la quantité d'articles qui est créée, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'émulation, la confrontation et la dispersion des tâches. Moi j'ai des connaissances en physique, je vais créer un article de physique, mais il y en a d'autres qui sont bons en typographie, d'autres en logiciel, d'autres en mise en page, et donc du coup il faut beaucoup de gens pour créer un article. Et puis il y a aussi d'autres choses, c'est qu'on s'aperçoit que la qualité des articles, elle augmente presque proportionnellement à la diversité des contributeurs et au nombre de contributeurs différents qui interviennent. Donc du coup, on est obligé d'être ouvert. Si on se referme, notre projet est mort. Donc il faut qu'on fonctionne là-dessus. Ouvrir quelque chose, c'est intéressant à partir du moment où il y a des gens qui veulent rentrer. Or, écrire une encyclopédie, ça complexe plein de gens. On ne se sent pas légitime, on ne se sent pas autorisé à le faire, donc il faut créer de la désinhibition aussi. Par la simplicité, l'égalitarisme et la dépersonnalisation. On essaye de mettre les égos et les personnalités des gens de côté, de façon à ce que, bizarrement, ils se sentent encore plus légitimes, alors que peut-être, dans l'encyclopédie classique, c'est plutôt le CV ou la carte de visite qui va faire la possibilité d'entrer dans le système. Ensuite, il y aura une étape d'autonomisation. C'est le seul terme que j'ai trouvé en français qui correspond à peu près à ce que les Américains appellent l'empowerment, c'est-à-dire comment on fait pour que les gens se sentent légitimes avec leur propre autorité de contrôle et saisir les outils qu'on leur fournit pour devenir acteurs de leur propre projet. Et puis, il y aura évidemment, et ça c'est peut-être la chose qui est la moins connue et la moins perçue par le public, c'est qu'il y a un renvoi permanent aux règles et aux procédures. Parce qu'il y a des non-dits, beaucoup de non-dits, puis il y a aussi beaucoup d'idées fantasmées. Wikipédia, c'est portes ouvertes, donc on peut faire absolument n'importe quoi. Or, derrière, il y a toute une architecture de règles et de procédures. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, et sans se concerter, et on commence tous à peu près à se mettre en réseau et à discuter, parce que cette question de la connaissance et cette question du réseau et des échanges est importante. Qu'est-ce qu'on fait tous? Ben, on fait visiblement, je crois que le projet que vous allez discuter en fin de soirée, comment ça ressemblait beaucoup à ça. C'est-à-dire que on met des gens ensemble pendant une semaine ou pendant 15 jours, dans un même endroit, donc on se rejoue la tragédie, hein, on se refait l'unité de lieu, de temps et d'action. Hein, et on se met au même endroit, les personnes ensemble, des personnes très différentes. Ça signifie que typiquement quand on va dans le jargon universitaire, on va prendre depuis la licence première année jusqu'au master toute discipline de l'université possible. Et puis quand on peut rajouter les gens qui ne sont pas traditionnellement à l'université, en tout cas dans le contexte français, que sont les designers, les artistes et les architectes, on va aussi les ramener. Et on va donc mettre des étudiants, mais aussi des mentors. Alors, on ne sait plus comment s'appeler, là. Moi, comme professeur, je ne sais pas comment m'appeler. Je peux essayer d'argumenter la raison pour laquelle je ne sais plus comment me nommer. C'est parce que finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand je me mets dans un temps contraint. Il y a un lundi matin et un vendredi soir. Et je ne me laisse pas le choix. Il y a aussi le fait qu'on va donc travailler sur des projets qu'on va faire émerger. Et ces projets, on va toujours faire en sorte qu'il y ait quelque chose de non négociable dans le projet. Pour un physicien expérimentateur qui travaille par exemple avec des designers ou des artistes, on va faire quelque chose de tangible, quelque chose de réel, quelque chose qui va nous résister. Et cette idée de ce qui résiste est très important. Le temps limité et de trouver quelque chose qui est une pierre de touche, qui est une contrainte qui va nous obliger à quoi faire, qui va nous obliger à travailler ensemble et aller au-delà de nous-mêmes. Donc l'intelligence collective, à mon sens, elle est dans ce système de contraintes qui fait qu'on se met là-dedans et on n'a pas le choix. On va être obligé d'aller au-delà de soi-même et d'aller vers les autres, et tout d'un coup même de se mettre en posture de dire des bêtises. Donc pour les enseignants, normalement c'est un truc qu'on évite, quoi.